Aujourd'hui, on fait une fin provisoire à cause des vacances sur notre étude du capital et on termine cette fameuse section 1 qui nous fait tous transpirer à la lecture pour essayer de saisir la substantifique moelle du capital. On va donc parler aujourd'hui de la monnaie ou de la circulation des marchandises. Et peut-être avant de donner la place aux questions, revenir sur un petit problème au niveau de ce que je pourrais dire être la méthodologie de Marx. Ce que cherche Marx dans cette première section, c'est de nous donner les éléments qui font la base de la société capitaliste. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention, parce que le livre 1 ne nous fournit pas une analyse globale de ce qu'est la société capitaliste, mais elle nous fournit une analyse des éléments de base qui font que la société capitaliste est ce qu'elle est. C'est la raison, et la démarche matérialiste de Marx, c'est de partir de la chose la plus complexe, la société capitaliste, se dire comment l'expliquer, et d'aller chercher la chose la plus simple qui constitue ce système. Et quand on dit la chose la plus simple qui constitue ce système, cela signifie qu'elle est antérieure même à la société capitaliste. C'est par exemple la raison pour laquelle il commence le capital par l'étude de la marchandise. Et c'est d'autant plus important que tous les manuscrits antérieurs, les Grundrisse, les manuscrits de 57, etc., s'intéresse à cette question. Avec le tome 4, l'édition 4 du Capital, il a donné le fond de l'étude qu'il a réalisée sur la marchandise. Donc c'est extrêmement important, mais c'est aussi pour ça que c'est compliqué pour nous. Parce qu'il va disséquer la marchandise pour en montrer les aspects contradictoires, pour en montrer comment par sa propre dynamique de marchandises, elle va produire les rapports de production capitalistes, et dans cette production qui va vers les rapports de production capitaliste, il y a l'apparition de cette marchandise qui se détache de toutes les autres, qu'est la monnaie. Et quand il parle de la monnaie, et c'est là peut-être qu'on se heurte à une petite difficulté de lecture, qui est peut-être liée à la langue française, qui est incapable en une phrase d'accepter qu'on puisse avoir 4 idées qui s'enchaînent les unes les autres et qui se contredisent, et qui fait qu'on met des points-virgules, et là, on retombe à un moment, on risque de retomber à un moment ou à un autre, en fait, dans la métaphysique, dans la pensée métaphysique, c'est-à-dire, il y a des cases. C'est comme ça, c'est une difficulté qu'il faut prendre en compte, parce que sinon vous êtes de toute façon illisible, donc il faut bien trouver une solution. Mais quand on traduit de l'allemand, évidemment, on a ces phrases dont on a l'impression que elles font un circuit, si je peux m'exprimer ainsi, circulaire, des circuits en règle générale rarement quadrangulaires, mais c'est en fait des spirales. Voilà. Et il y a des moments où on perd dans la progression de la spirale. Ainsi, par exemple, il va nous parler de la monnaie. Alors nous, on est tous restés sur le chapitre précédent, où on nous a dit, ou l'antérieur, dans lequel il nous a dit que la monnaie, la forme, c'est l'or. Donc on est tous avec l'or. Oui, sauf que, en disséquant les différentes fonctions et les différentes formes de la monnaie, eh bien Marx nous explique que la monnaie, elle n'apparaît pas toujours comme étant, pour aller vite et pour parler comme on parle au XIXe siècle, une pièce d'or. Elle prend d'autres formes. C'est ça la difficulté, et donc on va essayer de voir s'il y a des questions, comment expliquer ces phénomènes, effectivement qui sont, pour la première fois qu'on les aborde, ne sont pas simples. Je dois dire que moi, par exemple, c'est la 4e fois que je lis ces passages. Le fait, même si c'était dans l'édition française, dans la 3e édition française avant, je l'ai lu 2 fois dans cette édition, c'est la première fois que je découvre des choses que je n'avais pas vues ou pas compris.
complètement. J'avais bien senti cette ambiguïté sur comment on appelle ça, sur l'utilisation de la monnaie, sur la fonction de la monnaie. Et là, j'ai bien vu qu'effectivement, il fallait faire attention parce que il y a des choses qui apparaissent évidentes, mais que Marx, justement parce que ce sont des évidences, va aller couper au scalpel pour qu'on puisse comprendre quelle est la fonction réelle de la monnaie. Je donne la parole à la première question. La première question, elle porte sur les deux fonctions de base de la monnaie qu'on a vu, puisqu'on a vu que la monnaie était en fait au départ elle-même une marchandise qui va servir de point de référence, de mesure de valeur. Donc sa première fonction, ça reste bien une mesure universelle de valeur, ça j'ai bien compris. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand apparaît l'idée de prix. C'est-à-dire que l'or va aussi remplir une deuxième valeur une deuxième fonction, pardon, qui va être d'être l'étalon des prix. Et que ça se soit fixé par le poids du métal. Ça, j'ai eu du mal à voir en quoi ces deux fonctions-là étaient tout à fait différenciées par Marx. C'est-à-dire, il nous dit à la page 98, la monnaie remplit deux fonctions tout à fait différentes, mesure des valeurs en tant qu'incarnation sociale du travail humain et étalon des prix en tant que poids fixé de métal. Alors voilà, là on est tout à fait dans la problématique que j'ai déterminée avant. En fait, dans la réalité, c'est la même chose. C'est deux faces de la même réalité. Parce qu'elle est incarnation sociale du travail humain. C'est-à-dire que, grosso modo, on peut apprécier une marchandise à partir de ce qu'elle est représentée en or comme étant la mesure du travail humain. Donc comment on peut, moi, mon travail social, je vais l'échanger contre ce travail social. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce par quoi il a commencé d'ailleurs au début de la section 1. Il a dit, on ne peut pas échanger des choses qui n'ont pas un point commun qui les rend égales. On est d'accord. Donc ça, là, la première fonction de la mesure de valeur, c'est justement qu'elle pose l'égalité entre toutes les marchandises. Cette égalité entre toutes les marchandises, c'est que c'est tout du travail social. Bon, ça, voilà. Mais ça, quand vous allez sur le marché, vous en foutez complètement. Ça, c'est vrai à l'échelle de la société, quand on fait une analyse, un économiste, normalement, c'est comme ça qu'il devrait procéder. C'est cet aspect-là qu'il devrait avoir. Et vous, quand vous allez au marché, ce qui vous intéresse, c'est que le prix, ça renvoie à une valeur que, à l'époque de Marx, on dit être une valeur en or. Donc une quantité d'or bien particulière. 2 onces d'or, 1 once d'or, et vous pouvez comparer une marchandise qui vaut 1 once d'or et 2 onces d'or, c'est pas la même chose. Et c'est sur toujours la question de l'aliénation. Ah. La forme, c'est à la page 103, la forme prix inclut l'aliénabilité des marchandises, donc le fait qu'on s'en dépossède contre de la monnaie, et la nécessité de cette aliénation. Comment c'est quantifiable la nécessité de l'aliénation? Non mais ça se quantifie pas. Le problème il est, c'est que ta marchandise, elle est aliénable, d'accord hein contre de la monnaie. Contre de la monnaie, et c'est nécessaire, parce que sinon il n'y a pas de marché. Mais pourquoi il suffirait de dire la forme prix inclut l'aliénabilité des marchandises? Pourquoi ajouter la nécessité de cette aliénation? Parce que c'est nécessaire pour qu'il y ait... Non, parce que il faut faire, je crois, hein, quelque part, c'est par rapport aux thèses d'un Friot aujourd'hui, et un certain nombre de thèses qui circulent dans les milieux réformistes ou utopistes, ce qui revient au même. C'est qu'en gros, la marchandise, c'est le produit, c'est la valeur d'usage. Alors ce que veut nous montrer Marx, c'est qu'elle naît marchandise, non pas parce qu'elle est valeur d'usage, mais parce qu'elle est sur le marché. Pour être sur le marché, il est nécessaire qu'elle soit une valeur d'usage. D'accord? Mais toutes les valeurs d'usage ne sont pas sur le marché.
Si c'est toi qui fabriques pour toi, c'est pas une marchandise. D'où l'importance de bien faire la différence entre ce qu'on appelle le travail, c'est-à-dire là où on est sur le marché du travail, et les fonctions que l'on assume pour satisfaire nos propres besoins, mais qui ne sont pas, proprement parlé, des marchandises ou qui ne débouchent pas sur la production de marchandises. Là, c'est ça qui est exprimé ici. Mais est-ce que ça signifierait que plus une marchandise, plus il y a nécessité que cette marchandise arrive sur le marché? Mais non, non, c'est pas qu'il y a. Non, quand il dit nécessité, ça veut dire que l'existence de la marchandise, c'est qu'elle est sur le marché. Avant, c'est un produit. C'est un produit qui est produit avec l'idée qu'elle va être une marchandise. Mais cela dit, elle n'est marchandise que lorsqu'elle est présentée aux autres marchandises pour être échangée avec elle. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit que quand elle est vendue, elle quitte la sphère de la circulation. Voilà, elle n'est plus marchandise. Une fois qu'elle elle devient valeur d'usage. Elle devient valeur d'usage. À quelque niveau que ce soit d'ailleurs. C'est-à-dire, si c'est des matières premières, puisque après vous allez voir, il va développer dans la section 2, il va développer ça. En fait, oui, quand le type il achète de l'acier pour pouvoir refaire ensuite, je sais pas moi, des couteaux, n'empêche que c'est une valeur d'usage. L'acier, c'est la forme de valeur d'usage. Est-ce que la sorte d'équation, plutôt le processus de transformation de la marchandise en monnaie, puis de la monnaie en marchandise, est-ce que c'est ce qui détermine l'accumulation de richesses de manière croissante de la société marchande? C'est-à-dire le fait que, au fur et à mesure du développement des forces productives de la société marchande, il y a accumulation de richesses, à la fois en forme de marchandises, mais aussi en forme de monnaie. Je crois qu'on n'en est pas là. Ça viendra plus tard. Avec le travail, notamment. Oui, mais ça viendra plus tard. Là, ce que Marx nous explique, c'est un phénomène, alors, là encore, qui pose problème, parce que personne ne se pose cette question-là dans la vie quotidienne. C'est la question de la métamorphose, des moyens de la monnaie comme moyen de circulation, et en premier lieu, la question de la métamorphose des marchandises. Ça, c'est quelque chose qu'effectivement, personne à ma connaissance avant Marx n'avait abordé ce problème. Et ce qu'il montre bien, aux grandes dames de Jean-Luc Mélenchon, s'il avait lu le Capital, que la monnaie est une marchandise, comme les autres marchandises. Je dis ça puisque dans son programme présidentiel, il disait qu'en aucun cas il fallait que la monnaie soit une marchandise. C'est une imbécilité du point de vue du marxisme. Voilà, là le problème c'est de voir que, en fait, c'est toujours la même chose. Alors, c'est toujours la même chose qui se joue et qui circule devant nous. C'est très important ce passage parce que ça nous permet de faire un pas en avant dans la compréhension du fait qu'en régime capitaliste, puisque c'est le développement même de ce mouvement de circulation de la marchandise qui débouche sur le capitalisme, quelque part, au niveau historique, le capitalisme, malgré les apparences, il ne produit pas des valeurs d'usage pour des valeurs d'usage. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il produit des marchandises pour qu'elles expriment et qu'elles réalisent de la valeur. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a une réflexion populaire qui est l'expression même du fait que le capitalisme, il faut s'en débarrasser. Parce que le capitalisme ne répond pas à la logique des gens qui ne sont pas des capitalistes. C'est-à-dire à la masse de la population qui travaille pour les capitalistes. C'est cette réflexion qu'on entend quand il y a un licenciement, quand il y a une fermeture d'entreprise, ou quand une société, sans faire faillite, elle ferme un secteur de production, mais pourtant, ça rapportait et c'était utile. Le capitalisme, on n'a rien à faire que ça soit utile. Le capitalisme, lui, ce qui l'intéresse, c'est la masse de profit qu'il va pouvoir tirer et surtout le taux de profit qu'il va tirer. Mais ça, on verra ça quand on fera le livre 3 du Capital. Là, pour l'instant, au niveau où on est pas là, mais on le sent bien que c'est ça. Le capitalisme qui l'intéresse,
ça va être ce qu'il va retirer comme valeur de la marchandise qu'il mettra sur le marché. Et d'ailleurs, Marx dit à plusieurs reprises, hein, et il ne se soucie absolument pas du caractère utile de la marchandise quand il la vend. Parce que le paradoxe, c'est qu'il est quand même parti du fait que pour que ça soit une marchandise, il faut que ça soit utile socialement. Sinon, il ne la vendra pas. Hein? Encore qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, par exemple, dans un certain nombre de cas, il y a des marchandises qui n'ont pas une valeur d'usage. Comment je pourrais dire? Ah oui, si. Elles n'ont comme valeur d'usage que de satisfaire un besoin qui n'est pas automatiquement un besoin qui apparaît comme étant nécessaire. Je pense, le parfum. J'aime pas le parfum, donc c'est pour ça que je prends ça comme exemple. On a vraiment l'impression qu'on a là un produit, bien sûr, on veut sentir bon, etc. Mais c'est pas comme se mettre des chaussures, mettre un pull vert, ou... Vous voyez, il y a des nuances quand même importantes. Mais il n'en demeure pas moins que si plus personne ne veut de parfum, bah, les producteurs de parfum, ils auront une marchandise qui ne trouvera pas preneur sur le marché. Donc, ce qui les intéresse, c'est d'appâter, on va parler comme ça, ils appâtent avec la valeur d'usage, mais en fait, ce qui les intéresse, c'est les pièces sonnantes et trébuchantes qui vont tomber dans leur escarcelle, et rien d'autre. Donc, si ça rapporte, et ça, il y avait un ministre gaulliste qui s'appelait Chalandon, qui, dans les années 70-71, avait dit « Si il n'est rentable que la production de soutien-gorge et de stylos à billes, eh bien, la France ne produira que des soutiens-gorge et des stylos à billes. » Et il disait ça à un moment donné, et je crois que c'est là qu'on n'a plus envie de rire, mais on est sidéré par le caractère, je dirais, pas futile, mais le caractère aberrant du capitalisme. C'est qu'il dit ça au moment où se pose le problème du plan calcul de la société Honeywell Bull, qui avait été plus ou moins repris par les Français, etc. Et la question du développement de l'informatique. On est en 1970, alors évidemment, on ne parle pas de l'informatique, mais c'est ça qui est en jeu. Hein. Et le mec dit, ouais, mais on abandonne parce que ça ne rapporte pas. Et si la France ne doit produire que des soutiens-gorge et des stylos à billes, elle ne produira que des soutiens-gorge et des stylos à billes. On a ça, là, à travers la discussion. Là, on l'a pas d'une manière développée, mais on l'a en filigrane, ce fait que dans la société marchande, en fait, ce qui compte, c'est le fait qu'à un moment donné, la marchandise réalise sa valeur sous la forme de l'achat et de la vente, et que cet achat et cette vente se traduit par le fait qu'il y en a un qui va avoir le vendeur qui va avoir dans la main de l'or. C'était ça qu'il cherchait. Il évoque l'idée de la richesse, y compris dans son aspect un peu fictif, dans le chapitre sur la thésaurisation. Oui. Parce qu'il dit bien que bon, dans le cadre de la circulation continue des marchandises et de la monnaie, il y a un moment, il y a comme pétrification. La monnaie, ainsi pétrifiée, devient trésor. Parce que... elle ne bouge plus. Voilà, il n'y a plus de rotation. Voilà, et donc là, le vendeur de marchandises devient thésauriseur. Et on sent bien que c'est les prémices de l'accumulation du capital. Enfin, ah non, parce qu'au moment où il en est, c'est vrai ce que tu dis, hein, quelque part. Mais... Parce qu'il parle après de la soif de l'or comme signe de richesse. Oui, mais en même temps, ça donne, dans la période pré-capitaliste, ça donne l'avare de Molière. Oui. L'avare de Molière, c'est la pathologie de ce mouvement. Oui. Mais alors, avec cet aspect qui rétablit ce que dit Emmanuel, c'est qu'en fait, à l'époque de Molière, avec le protestantisme notamment, se développe une morale qui fait que on ne consomme pas de superflu de manière à assurer une thésaurisation qui permette ensuite que cette thésaurisation se transforme en capital
Ça, c'est la section 2 du Capital. Donc, mais effectivement, on a bien là le phénomène de ces bourgeois qui n'achètent rien de superflu et qui, même y compris, alors c'est tout au long du Moyen-Âge, on a ça, qui valorisent la misère, qui valorisent la pauvreté, exactement là. Mais pas la pauvreté au sens où on n'a rien, qui valorise le refus de toute richesse de ce monde. Mais pas comme les nobles. Les nobles, ça se traduit par le développement des monastères, etc. C'est-à-dire qu'eux, ils quittent la société pour se réfugier dans des monastères, tout au moins à certaines périodes, mais ça c'est pour justifier le fait qu'une partie de la noblesse ne peut pas vivre avec les patrimoines. Donc il faut qu'elle se retire pour laisser aux aînés la jouissance des patrimoines. Elle se retire dans les couvents, c'est la raison pour laquelle les couvents et les monastères ont tout un appareil productif. Les dominicains par exemple. Les dominicains, mais même les franciscains. Les chèques, puisqu'il y en a qui parlent des chèques de Saint François et de son truc sur la pauvreté, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, les franciscains deviennent un des ordres les plus riches. Mais cette richesse, ils la dissocient de leur richesse, puisqu'ils disent c'est la richesse des pauvres. Mais n'empêche que c'est tous des nobles et ils vivent là-dessus. Il illustre très bien dans ce passage où il dit « Pour immobiliser l'or comme monnaie, et donc comme élément de la thésaurisation, il faut l'empêcher de circuler ou de se dissoudre comme moyen d'achat, en moyen de jouissance. » Et donc il dit « Le thésauriseur, donc l'avare, entre guillemets, sacrifie donc les plaisirs de sa chair au fétiche de l'or. » Fétichisation de la marchandise. Il prend très au sérieux l'évangile du renoncement. Mais d'un autre côté, il ne peut se soustraire en monnaie de la circulation que ce qu'il lui donne en marchandises. Plus il produit, plus il peut vendre. Labeur, épargne et avarice sont donc des vertus cardinales. Vendre beaucoup, acheter peu, voilà toute son économie politique. Et par ailleurs, il rappelle que quand même, parallèlement à la forme immédiate de la thésaurisation, donc l'avare par exemple, il y a sa forme esthétique, la possession de marchandises d'or et d'argent. Cette possession s'accroît avec la richesse de la société bourgeoise. Soyons riches ou paraissons riches, disait Diderot. Et le paraissons riche, c'est ce qui permet de faire des affaires. Parce que si tu arrives que tu parais pauvre, personne ne te fera confiance. D'où l'escroquerie d'ailleurs, du point de vue des sociétés capitalistes. Un escroc, je pense à l'affaire Stavisky en 1933-34, c'est extraordinaire. Ce type, il a des, comment on appelle ça, des poignets avec, alors pas des poignets, sur ses vestes, il a des revers en hermine. Mais il n'a plus un haut. Mais les gens lui font confiance, ils lui confient leurs économies, par soif de l'or, c'est toujours la même chose. Mais il faut paraître riche pour pouvoir faire fortune. C'est typique de cette société. Et alors, on peut donner des exemples historiques. Hein, les lois qui sont adoptées par les calvinistes à Genève, qui interdisent, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, qui interdisent la richesse exposée. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de s'habiller avec des vêtements coûteux, etc. Il faut avoir un costume strict, noir, en toile, etc. Les femmes, il faut éviter les bijoux, etc., etc. Alors, cela dit, il leur arrive ce qu'arrivait à l'aristocratie au Moyen-Âge, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église catholique, c'est extrêmement intéressant de voir que se crée en telle année un monastère qui a immédiatement un succès fou, où c'est le renoncement, le travail manuel, on mange peu, on prie beaucoup, on dort peu, etc., etc. Et 100 ans après, il y a un mec qui s'en va, qui fait une réforme, il fait un nouveau monastère, parce que dans l'autre, on a abandonné toutes les règles de la première époque, dont il en crée un. C'est le problème de Cluny, puis ensuite, comment il s'appelle, Clairvaux. Mais moi, ça m'avait frappé, tous les 100 ans, à peu près,
on recommence le même cinéma. Alors les bourgeois, eux, non, parce que on reste dans la sphère de la circulation des marchandises. En réalité, on cherche à avoir plus. Mais quelque part, pour pouvoir avoir plus, il faut investir. C'est là ce que nous montre la pièce de Molière par, comment je dirais, par défaut. De quoi vit Harpagon? On ne le sait pas. Bah, de son usure. Il est usurier. Hein, ah, il est usurier, c'est vrai, c'est juste. Mais l'usurier, il prend des risques. L'usurier prend des risques par rapport à l'avare. Le problème, c'est que pour être avare, il faut avoir des revenus. Mais le problème, c'est que ton avarice, elle est limitée par le fait que les revenus que tu as, il va bien falloir que tu les réinvestisses pour qu'ils t'apportent de nouveaux revenus. C'est cette espèce de soif vers les profits qui caractérise la plupart des... Et sa richesse, c'est aussi fondée sur l'escroquerie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En plus, chez Harpagon, ça devient de l'escroquerie. Mais justement, Molière ne le voit pas autrement que comme, pour aller vite, un salaud. C'est-à-dire un type qui profite de la misère des autres en leur prêtant de l'argent à des taux usuraires, etc. Il ne le voit pas comme quelqu'un qui pourrait être un bourgeois de Genève à la même époque, où il y a des lois comment on dit, des lois somptuaires, où il y a des lois somptuaires qui interdisent d'avoir un certain niveau de vie, ou comme les bourgeois anglais, ou comme les puritains qui partent à la conquête de l'Amérique et qui sont les pères fondateurs, qui vont fonder Boston, et qui fondent l'idéologie protestante nord-américaine que l'on retrouve aujourd'hui à travers tout un tas de prêcheurs, etc. Donc c'est extrêmement important du point de vue historique, ce mouvement de la marchandise au niveau de ses implications idéologiques, politiques, etc., etc. Donc c'est pour ça il faut toujours avoir cette idée que avec la lecture du Capital, ça doit nous permettre d'aborder les problèmes historiques. Ça nous donne les éléments pour aborder les problèmes historiques. Dans le moyen de paiement, on ne la voit pas alors. Quand on dit moyen de paiement, ça veut dire que on achète à crédit. On achète à crédit, mais quelque part, il est dit que la forme crédit, elle sera traitée par la suite. En étant prudent, simplement, il faut, comment dirais-je, il faut aborder cette question. C'est la raison pour laquelle il a commencé par la métamorphose de la marchandise. Sur la métamorphose de la marchandise, la chose est simple. Le type, il a produit des chaussures, il va au marché, il va échanger la marchandise chaussure contre de l'or. Ensuite, quand il fait ça, la marchandise, elle s'est métamorphosée. Elle était chaussure, elle est devenue pièce d'or. Et Marx utilise, extrêmement important, il utilise un vocabulaire religieux. Il parle de transsubstantiation. Transsubstantiation, c'est, chez les catholiques, le fait que le pain et le vin, au moment de la messe, se transforment purement et simplement en corps et en sang du Christ. Purement et simplement, c'est-à-dire, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est le corps et le sang du Christ. Il y a eu transformation de la qualité. Mais ici, on a une véritable transsubstantiation. C'est-à-dire que la valeur de la marchandise a été portée par une valeur d'usage. Elle a eu son caractère phénoménal, comme dit. C'est sa valeur d'usage, la chaussure, qui s'est transformée en pièce d'or, qui exprime la valeur de la marchandise en elle-même. Ça, c'est la première métamorphose. Il y en a une deuxième. Tout le problème, c'est qu'avec le développement des échanges, cette deuxième n'est pas automatiquement immédiate. Mais de toute façon, elle va avoir lieu. C'est qu'avec l'or qui a été acquis par le vendeur, ça va lui permettre de devenir acheteur, et donc il va acheter une nouvelle marchandise dont il a besoin. Et là, c'est
il y a tout un développement dans cette partie du Capital où Marx explique qu'en réalité, c'est la base de la socialisation, du travail et des rapports humains. Car, évidemment, celui qui produit des chaussures, il l'a produit pour qu'à un moment donné, ces chaussures se métamorphosent en or, de telle manière que cet or puisse se métamorphoser dans une marchandise dont lui, il a besoin. Pour l'instant, on n'est pas encore dans la société capitaliste, hein. On est dans une société où les échanges se font comme ça. Simplement, ça se développe, et à un moment donné, on passe à une autre phase. Et alors, ce qui va se produire, c'est que la deuxième métamorphose, il achète du vin. Oui, mais le vin, il avait déjà été métamorphosé puisqu'il avait été de l'or, et que cet or venait de la vente, etc. Et toutes les activités des producteurs sont en relation, et la satisfaction de leurs besoins est tenue par un fil qui fait que si ce fil se rompt, c'est-à-dire si à un moment donné, il n'y a plus de réalisation de la valeur par l'échange, les uns et les autres vont se retrouver à ne pas pouvoir satisfaire leurs besoins. Ça va, c'est bon. Bon. Pour revenir au moyen de paiement, le problème c'est qu'à un moment donné, il est bien évident qu'on s'aperçoit que le vendeur, quand il a reçu l'or, il n'est pas obligé de racheter tout de suite. Il peut rentrer chez lui, parce que pour l'instant, il n'a pas de besoin à satisfaire. Et puis, il peut racheter dans 3 jours, et voilà. Ça, c'est devenu complètement indépendant. Mais il y a un problème aussi, c'est que pour que ça marche à un certain niveau de développement, et c'est ce que finalement, c'est ce que les capitalistes appellent la confiance sur le marché. Quand ils disent qu'il faut que sur le marché, il y ait la confiance. Pour que ça puisse marcher réellement, il faut bien, notamment pour que les marchandises puissent se répandre dans tous les réseaux de la société, dans toutes les relations de la société, il faut bien qu'il y en ait qui achètent pour vendre dans les masses. Ainsi, par exemple, les commerçants, qui sont à un moment donné ceux qui vont servir de médiation entre la circulation des marchandises, entre gens qui ne recherchent que finalement la possession de monnaie, or, et le moment où les marchandises vont quitter la circulation pour être consommées. On est d'accord. Donc il y a des gens qui vont acheter pour justement ne vendre finalement que des marchandises dont la recherche est la valeur d'usage et non pas le caractère valeur d'échange. Et du coup, se pose le problème de la capacité d'achat finalement de celui qui va servir justement de dernier élément pour que les marchandises circulent. Justement, ce qui va s'établir, c'est que la monnaie devient moyen de paiement, c'est-à-dire la marchandise change de main avant d'être payée. Par exemple, alors c'est comme ça, dans les affaires, quand on achète en gros pour revendre, à ce moment-là, la monnaie exprime une valeur. Donc par exemple, j'achète pour 5 000 € de tissu. Alors 5 000 € ou, je sais pas moi, 200 grammes d'or. Je ne vois pas bien à quel prix de l'or aujourd'hui, mais bon, c'est pour qu'on fasse... Ben, on va parler en euros, ça va être plus simple. On va imaginer que 1 € c'est 1 gramme d'or. Bon, j'achète 5 000 €, ça fait beaucoup, hein, 5 000 € de marchandises, de tissu, mais je ne les ai pas, moi, les 5 000 €. Alors, ce qui se produit, c'est qu'on va me dire, d'accord, vous avez 90 jours pour payer. Donc, je reçois la marchandise, je vais la vendre, et dans 90 jours, bah, j'aurai les 5 000 € qu'il faut pour payer le marchand. Et en fait, j'aurai réalisé, à la fin, la survaleur que contiennent les marchandises. Mais ça, on reviendra là-dessus, hein, quand on va en reparler, mais il faut avoir ça en tête quand même. J'aurais réalisé la survaleur de la marchandise, parce que
Jusque-là, la marchandise a été vendue, mais toujours à 90 jours, hein, en règle générale. Elle a été vendue, mais la plus-value, la survaleur, n'a été réalisée que partiellement, à chaque niveau. Elle n'est réalisée totalement que lorsque les marchandises deviennent de simples valeurs d'usage. Et qu'elles quittent complètement le domaine et de la production et de la circulation pour ne devenir que, n'être partie prenante que du domaine de la consommation. Alors il faut faire attention parce que j'ai cru comprendre, et on verra ça au fur et à mesure qu'on avance, la sphère de la circulation, la sphère de la consommation et la sphère de la production, elles se chevauchent, puisque produire c'est consommer, Donc, et moi je parle de la consommation, du besoin social de l'individu, qui au bout du compte fait que la marchandise disparaît sous forme de produit destiné à satisfaire le besoin de la personne qui l'a acheté, et point, terminé, il n'y a plus rien à la suite. Donc voilà, c'est cette notion de moyen de paiement qui n'est pas facile à comprendre, puisque... qui permet de comprendre l'apparition du crédit aussi. Voilà, c'est cette base. 90 jours, et entre marchands, il y a cette confiance-là, et puis sinon, entre acheteurs et marchands, il y a, pour certains produits, la nécessité, voilà. Pour des marchandises de forte valeur, la nécessité de laisser du temps pour réaliser l'achat. Voilà. On donne l'exemple d'une maison. Voilà, oui, c'est ça. Alors, par exemple, Marx dit que la monnaie fonctionne de deux manières dans la circulation des marchandises. Premièrement, elle est mesure de la valeur dans la détermination du prix de la marchandise vendue. Ça ne change pas. Le prix arrêté contractuellement mesure l'obligation de l'acheteur. Ben, regardez ce que vous fait Engie aujourd'hui. Il vous téléphone et il vous dit: je vous fais un contrat de 5 ans, pendant 5 ans le prix ne fonctionnera pas. Vous avez un contrat et pendant 5 ans, quelles que soient les fluctuations des prix du gaz, on paierait le même prix. Si ça augmente, disent-ils, donc vous n'aurez pas d'augmentation. Et quand vous posez la question, mais si ça baisse, là il vous dit non, là c'est autre chose. Mais ceci dit, c'est un peu ce système, de manière évidemment tout à fait caricaturale, mais qu'on retrouve ici. Le prix est arrêté contractuellement et il mesure l'obligation de l'acheteur. Quand vous prenez un crédit aujourd'hui, on vous dit tout crédit doit être remboursé. Il y a une obligation. Deuxièmement, c'est un moyen d'achat idéal. C'est-à-dire qu'il se fait, non pas concrètement, mais dans un espèce de monde des idées au sens platonicien du terme. Une promesse, mais la marchandise a bel et bien changé de main. À l'échéance, le moyen de paiement entre dans la circulation, mais la marchandise, elle en est sortie. La monnaie clôt de manière autonome le processus de circulation en tant qu'existence absolue de la valeur d'échange ou que marchandise universelle. Si l'acheteur endetté ne paye pas, ses biens sont saisis et vendus. Et là, on comprend pourquoi, jusqu'au XIXe siècle, c'est un crime de ne pas payer ses dettes. Vous savez, le crime d'endettement, c'était les galères, parce que effectivement, à ce moment-là, les rapports de production capitaliste, enfin, jusqu'au rapport de production capitaliste, le système, il reste fragile. Il suffit qu'il y ait une chute pour que tout le monde chute. Après, les choses vont s'atténuer, mais c'est peut-être aussi parce que la bourgeoisie, la grande bourgeoisie notamment, a renforcé ses positions de telle façon qu'elle modifie les lois pour ne pas être amenée à être poursuivie elle-même. Mais je dis ça parce que la fameuse faillite des frères Pereire dans les années 1870 montre bien que le fait qu'il y ait des gens qui soient indélicats dans ce type de contrat peut aboutir à des catastrophes importantes. Ensuite, il faut
voir les pages 140-141, alors si, Marx explique d'autres choses. C'est, voilà, la monnaie, page 134 par exemple, la monnaie et les crises. Les marchandises perdent leur valeur d'usage et leur valeur s'efface devant la forme valeur de la monnaie. En période de crise, ce qui compte, c'est de thésauriser l'or. On n'a pas besoin, il ne faut pas s'amuser à se lancer dans les affaires. C'est l'or, lingot ou barre, et l'argent avant la fin du 19e siècle, quand il y avait bimétallisme dans certains pays. Alors j'insiste, parce que pour Marx, alors Marx a entériné le fait que l'or allait s'imposer, mais à l'époque où sort la première édition du Capital, c'est plus le cas à l'époque de la 4e édition, en Allemagne il y a bimétallisme, c'est Bismarck qui a mis fin au bimétallisme. Donc c'est l'or qui devient monnaie mondiale. C'est seulement sur le marché mondial, dit Marx, que la monnaie fonctionne à plein comme la marchandise dont la forme naturelle est en même temps immédiatement la forme de réalisation sociale du travail humain in abstracto. C'est-à-dire que la forme naturelle de l'or apparaît dans les rapports internationaux comme étant purement du travail humain abstrait. Puisque c'est ça la référence finalement. On a, je rectifie ce que j'ai dit, à la page 108, il y a une note de Engels qui justement entrevoit la fin de l'argent. Donc au moment où sort la 4e édition, il n'est pas évident que l'argent n'est pas encore dans certains pays, je crois que l'Allemagne s'est terminée, mais dans certains pays, l'argent n'est pas encore son rôle valeur universelle. Alors, qui dit moyen de paiement universel, dit à l'échelle internationale, la balance commerciale, les importations, les exportations. Qui dit moyen d'achat universel, lorsqu'il faut faire face à un besoin d'urgence dû à un problème dans l'équilibre du métabolisme, par exemple, mauvaise récolte, nécessite achat de blé en état d'urgence, et donc là, il faut trouver de l'or pour immédiatement pouvoir résoudre cette question. La matérialisation sociale absolue de la richesse en général, on a le transfert de la richesse d'un pays à l'autre par les emprunts, le renflouement des banques, quand il faut assurer les paiements en espèces, les dommages de guerre, etc., qui fait que là, c'est de l'or. Alors, je vous donne un exemple. Alors, ça peut être fait d'une manière idéale. La guerre de 70, ça nous renvoie tout à fait à la période où le Capital est réécrit, écrit et réécrit par Marx en permanence. Vous savez que la France a été frappée d'une très forte contribution de dommages de guerre par l'Allemagne. Il y a une chose qu'on sait moins, c'est que on a raconté un tas de baratins sur le paiement de cette dette de guerre. Je rappelle que nous sommes en février 1871, je crois qu'on est en janvier, que Thiers rencontre les autorités allemandes, je crois qu'il rencontre Bismarck, et ils se mettent d'accord sur le futur armistice et sur la dette de guerre. Et Thiers rentre à Paris et il prend contact avec les milieux d'affaires qui lui disent il faut régler la question sociale à Paris, sinon vous n'aurez pas d'argent. D'où la Commune de Paris. La provocation, la volonté de faire en sorte que le peuple de Paris se soulève pour l'écraser. C'est une politique auquel Thiers a toujours pensé dans sa vie politique. Là, il va pouvoir la réaliser. Et une fois que la commune est écrasée, il y a quelqu'un, je me demande, c'est pas Thiers d'ailleurs, qui dit on va pouvoir avoir notre prêt. Enfin, il ne le dit pas sous cette forme, mais c'est ça. Il dit on va pouvoir avoir notre prêt. Et en réalité, on va lancer un emprunt. Cet emprunt va très bien marcher. Alors on dit les Français ont donné leur or pour pouvoir payer la dette de guerre, pas la dette, le dommage de guerre aux Allemands. C'est extraordinaire, patriotisme, tout ça. Ils ont même donné 3 fois plus, je crois, que la somme qui était prévue. Alors la somme est énorme. C'est, je ne sais plus loin, 20 milliards de francs, des choses d'argent. Une chose qu'on sait moins, c'est qu'en fait, c'est pas ça qui a servi à payer les Allemands. Ce qui a servi à payer les Allemands, c'est le prêt
que Rothschild a fait au gouvernement français, en échange de quoi il a bénéficié de l'emprunt, 3 fois la somme qui était prévue. Je crois que c'est 3 fois, hein, pour vérifier, mais c'est phénoménal. Il a reçu 3 fois la somme, mais il n'a jamais véritablement dépensé directement la somme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transféré par un jeu d'écriture la somme que les Français devaient payer aux Allemands à la banque Rothschild de Stuttgart, qui, elle, a utilisé cette somme pour payer ce qu'il devait à l'État allemand, ou pour faire... Enfin, ils ont fait un simple échange, et la banque Rothschild, pris globalement, c'est-à-dire Rothschild France, Rothschild Allemagne, Rothschild Vienne et Rothschild Londres, ont agrandi d'autant la fortune des Rothschild grâce à la défaite de la Commune de Paris et au massacre des travailleurs parisiens. Donc, vous voyez, là on a le cas justement de cette utilisation de l'or comme monnaie internationale, puisque tout se faisait. Alors à l'époque c'était facile, hein, puisque c'était en francs or et en marques or. Aujourd'hui ce serait plus complexe, parce que ça passerait par le dollar, etc. Et quelque part, ça passerait aussi par le fait de puiser dans les réserves de la Banque de France ou les réserves de la Banque des États-Unis. Alors, ça permet, y compris, de comprendre aujourd'hui un peu la fonction que conserve l'or. Bon, d'abord, on en a longuement parlé, les États ont tous besoin d'un fonds de réserve. La Banque de France, le Fort, je ne sais plus comment ça s'appelle aux États-Unis, c'est ce qui a donné son nom au Trésor. C'est bien marrant d'ailleurs, c'est la thésaurisation, hein. C'est le Trésor. Pour ce qui est aujourd'hui, et sans minimiser le rôle de l'or en arrière-plan, quand il y a un problème sur les bourses, l'or devient valeur refuge. Là, 2008, l'or a monté, et là, aussitôt qu'il y a un petit problème sur la bourse, on voit l'or monter, parce que c'est vraiment l'expression même de la confiance dans la réalisation de la valeur qui se reflète à travers ça. Il nous faut prendre aujourd'hui en compte le rôle que joue particulièrement le dollar, mais encore une fois, la moitié des réserves d'or mondiales, c'est les États-Unis qui la possèdent. Et aujourd'hui, en 2017, l'or est au plus haut. Alors, on est en 2018, mais je crois que ça n'a pas changé. L'or est au maximum de sa valeur. Alors les 2 derniers paragraphes, pages 140 et 141, ils doivent être vus avec prudence, étant donné les profonds changements du système monétaire à l'époque de l'impérialisme. Le dollar, mais aussi l'euro, la montée du yuan, tout ça, ça pose des questions par rapport à la monnaie. Et il y a des demandes de retour à l'or étalon, notamment de la part de certains pays dans la bataille contre la domination américaine. Il faut aborder la question de la place du dollar dans le système monétaire, et donc aussi la place particulière qu'alors, parce que l'or n'est plus utilisé en règle générale dans les échanges, mais par exemple il y a un marché tout à fait particulier qui est celui des pièces d'or, de la vente des lingots, où là on est effaré, parce que ça fonctionne, alors ça ne fonctionne pas comme collection. On n'achète pas un louis d'or pour collectionner les louis d'or. On achète un louis d'or parce que c'est une façon de pouvoir mettre de côté de l'argent en sachant que quels que soient les aléas économiques, y compris si les banques faisaient faillite, on garderait son or. Or, je vous signale que les banques ne font pas faillite, elles sont rachetées. Enfin, là, elles ne font pas faillite. Aux États-Unis en 2008, il y a eu quand même quelques faillites pas mal. Pour autant, la réserve or des États continue d'être un élément de leur puissance économique. Et donc, on a déjà évoqué le fait que dans la dernière période, 2 États, pas n'importe lesquels, ont rapatrié leur or chez eux, pour ne pas les laisser chez les autres. Ces 2 États, c'est marrant, c'est la similitude, la RFA et le Japon. Or, ces 2 États, qui sont 2 États qui ont, en 1945,
subit la défaite et subit l'occupation des États-Unis et pendant une période la domination américaine, mais dont les impérialismes se sont relevés, grâce à l'aide américaine aussi, mais qui ont une particularité. Ils n'ont pas de puissance militaire à la hauteur de leur puissance économique. Et même, ils n'ont pas la puissance politique de leur puissance économique. Et là, ils sont en train de, peut-être, à travers ça, reconstruire cela. Et puis, les États-Unis, et là, je crois que je terminerai là-dessus, parce que c'est quand même un élément important à propos de ce passage, les États-Unis jouent le rôle, encore aujourd'hui, plus que la France, qui joue aussi un peu ce rôle, de coffre-fort international. C'est-à-dire que la plupart des États, pour ça que les Japonais et les Allemands y rapatrient, la plupart des États ont leur réserve d'or aux États-Unis, à la fameuse banque dans le fort, dont le nom m'échappe. Et pour terminer là-dessus, il faut quand même savoir, parce que ça a quand même joué un petit rôle, qu'on le veuille ou non, dans ce qui s'est passé en 1990 avec la chute du socialisme. Lors tchécoslovaque et hongrois, qui appartenaient aux États hongrois et tchécoslovaques, et qui, du point de vue de la légalité qui existe au plan international, auraient dû être donnés, quel que soit le régime social, et quel que soit le type d'État, à la Hongrie, remboursé à la Hongrie et à la Tchécoslovaquie en 1946, ne l'a pas été fait par les États-Unis, qui l'ont bloqué, qui l'ont utilisé pour renforcer la puissance du dollar, de fait, puisque ça fait partie de leur réserve, et qu'ils ne l'ont rendu nominalement qu'avec la chute du socialisme. Comme quoi, ça se passe en 1990, depuis 1971, le dollar n'est plus convertible en or, mais comme quoi, il faut arrêter de nous dire que l'or ne sert à rien, parce que sinon, qu'est-ce que ça aurait intéressé l'État tchécoslovaque et l'État hongrois de récupérer cet or?